Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, émission Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi, 14h15, parce que des statistiques sont attendues à 14h30. Ce pas non plus des statistiques de première importance, mais elles concernent le secteur immobilier. Ça ne manquera pas d'avoir malgré tout un impact à l'ouverture donc de la session européenne. Par rapport à toutes les choses qui ont pu être établies ce matin, ce qui s'est confirmé, c'est notamment le repli du taux de change euro-dollar. Donc moi je vais me concentrer sur les actifs majeurs, Wall Street, et puis vos questions, sachant que de toute façon, vous le savez, les marchés actions sont dans une phase d'attente, à la fois celle que nous connaissons, le dossier grec. Donc voilà, il y a encore des rumeurs là qui circulent en début d'après-midi, ci et là. Tout ça, c'est vraiment, ça n'en devient pas sérieux. Et puis bien sûr, demain, le FOMC qui se réunit d'ailleurs dès aujourd'hui et qui demain donnera donc son compte rendu et une décision de politique monétaire ainsi qu'une conférence de presse importante. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Je vous laisse lire cet avertissement sur les risques. Vous assistez à une présentation indicative. Alors, bienvenue. Cet après-midi, quelles sont les statistiques attendues? Eh bien, vous pouvez ouvrir le calendrier économique, mais concrètement, ça concerne le secteur immobilier aux États-Unis. Il y a aussi donc les permis de construire. Tout ça, ça tombe à 14h30. Et puis ensuite, plus de statistiques US d'importance avant demain, la décision sur les taux de la Fed à 20h. Puis une conférence de presse de la présidente de la Fed à 20h30, Madame Janet Yellen. Alors, moi je vais d'abord venir sur le dollar US. Concrètement, par rapport à ce que j'ai pu dire ce matin, il y a peu de nouveautés. Donc si vous avez déjà assisté aux émissions de ce matin, vous allez peut-être vous ennuyer, mais on va quand même mettre à jour. Par contre, je vais quand même faire un résumé pour ceux qui n'ont peut-être pas assisté aux émissions de ce matin. Je pense que le son doit fonctionner normalement. Oui, c'est tout bon. Donc on est parfait. Donc le dollar US, c'est la clé. Le dollar US, c'est depuis très longtemps la clé. Le marché se concentre sur le fait que depuis la mi-mai, il monte. Mais cette hausse s'est stabilisée. En tout cas, cette hausse ne s'est pas prolongée en juin. Mais dans tous les cas, en juin, le dollar US n'a pas non plus donné de signal de vente. Il teste un niveau de support important sur lequel il se stabilise depuis le milieu de la semaine dernière, donc depuis le mercredi 10 juin. Et depuis le mercredi 10 juin, c'est le statu quo sur le dollar US. Voilà ce qu'a fait le dollar US depuis le 10 juin. Eh bien, pas grand-chose. Il a évolué au sein d'un range, ici, entre 11 830 points et 11 915 points sur l'US dollar index, celui qui est disponible ici sur la plateforme, et il est en position d'attente. En position d'attente de quoi? Bien de savoir quelle sera l'interprétation par la Fed des récentes statistiques économiques, quelles seront les nouvelles perspectives de croissance économique de la Fed, les nouvelles perspectives d'évolution des prix, et comment la Fed envisage de resserrer sa politique monétaire lors des prochains mois. Il y a clairement demain très peu de chances que la Fed relève ses taux. Comme vous l'avez rappelé hier, Adrian, selon Bloomberg, seul un économiste sur 74 envisage demain un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. Et je pense que cet économiste sur 74 se dit, on ne sait jamais. Si jamais elle relève ses taux, j'aurais eu raison. Donc il y a quelqu'un qui se mouille, mais je pense qu'il s'en fiche un peu. Et dans tous les cas, lorsqu'on regarde les contrats à terme, eh bien, là aussi, c'est très peu probable d'avoir demain un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. Dans tous les cas, si cela avait lieu, ce serait le scénario surprise, complètement inattendu, qui se traduirait par une explosion haussière du dollar US. Je pense qu'à 20h, il n'y aura pas forcément beaucoup de vols. Par contre, demain, cela peut commencer à se réveiller à partir de 20h30. Et là, en effet, en fonction de la façon dont la Fed donnera des éléments du type un calendrier, par exemple, de relèvement de ces taux d'intérêt, le dollar US réagira. D'un point de vue technique, il tient toujours ce niveau de support très important. Là, franchement, je vous invite à utiliser l'indice US dollar. C'est vraiment assez limpide. Il y a un niveau de prix horizontal qui fonctionne très bien, qui a d'ailleurs déclenché l'accélération haussière le 22 mai. C'est lorsque ce niveau de prix a été débordé le 22 mai que le taux de change, que le US dollar index a monté. Et depuis, donc, on se stabilise sur ce niveau de support. Donc en l'état, tant qu'on reste au-dessus, il y a une possibilité de voir le dollar US progresser et revenir à 11 900, voire 11 915 points. Alors, on va faire un tour d'horizon des paires en dollars et notamment du taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, vous connaissez maintenant par cœur la situation. Ce marché reste couvert par une oblique de résistance importante.
qui couvre précisément les cours depuis le début du mois de juin. Mais pour autant, l'euro-dollar n'a pas chuté en juin. Le mois de juin d'ailleurs il a commencé ici et l'euro-dollar a progressé en juin. Il n'a pas non plus progressé énormément, mais il est passé de 1,09 dollars à 1,1380, 1,14. Là, il vaut 1,1215 dollars. Donc, depuis le début du mois de juin, l'euro-dollar monte. Mais c'est probablement l'euro qui a monté. Étant donné qu'en juin, on peut dire que le dollar US est globalement neutre. Ou en position d'attente. L'euro a monté, c'est ce que vous avez pu voir sur l'euro yen, l'euro CAD, l'euro AUD. Et c'est probablement à rapprocher de la remontée générale des taux obligataires au sein de la zone euro. Ces mêmes taux d'ailleurs qui eh bien, se détendent légèrement depuis la semaine dernière sur les taux allemands. Ce n'était pas encore le cas ce matin sur les autres pays face donc au risque de défaut toujours présent en Grèce et le marché qui envisage donc un risque de contagion. Mais au-delà de ça, le taux de change euro-dollar, qu'est-ce que moi je retiens sur la séance? Ce chandelier, c'était vraiment le chandelier ce matin, il était baissier et d'ailleurs il produit son effet. Il est 14h24, l'idée c'était quoi? C'était d'envisager sur la base de ce chandelier une baisse du taux de change euro-dollar en direction des 1,12. C'est un niveau important, 1,12, d'ailleurs on est plus ou moins dessus. Combien il a fait le taux de change euro-dollar? Il a fait 1,1209. C'est important parce que ici on avait une sorte de compression triangulaire dont les cours ont tenté hier, sont sortis d'ailleurs par le haut, mais rapidement cette compression de court terme s'est fait rattraper par la ligne de tendance qui est d'un horizon de temps nettement supérieur. Donc finalement ce graphique résume ce principe de l'analyse technique qui consiste à accorder plus d'importance à un élément chartiste qui provient d'un horizon de temps supérieur. Donc assez rapidement, la sortie par le haut de cette compression a eu des effets très limités et le taux de change euro-dollar retombe. Alors maintenant, on a rejeté ce matin, on a eu un chandelier baissier. Ce chandelier baissier permettait d'envisager que les 1,1250 dollars cèdent, c'est le cas. Je vais basculer ici sur les chandeliers horaires pour continuer d'affiner la situation. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un nouveau signal négatif qui a été donné il y a 1 heure environ, donc à la clôture horaire de 14h. C'est la cassure justement des 1,1250 dollars. Bon, étant donné qu'il n'y a pas non plus des mouvements transcendantaux, je suis obligé de réduire l'horizon de temps. En chandelier horaire, c'était assez limpide ce matin. Je dirais que le signal, la résistance a été testée ici à 1,1330. Le signal vraiment de retournement, c'est lorsque le cours est repassé sous 1,1270, 1,1250. Nouveau signal de vente à la cassure des 1,1250. C'est ce chandelier horaire. Prochain support, 1,1200. C'est un niveau ici qui est globalement chartiste, c'est un chiffre rond, c'est pas non plus un niveau extrêmement important. Il y a une ligne de tendance aussi que je surveillais en horaire et que les cours ont brisé. C'est celle-ci. Donc je pense qu'on peut rejoindre celle qui est juste en dessous et le taux de change euro-dollar pourrait revenir tester, eh bien oui, précisément les 1,12. Donc voilà, c'est le niveau que je vise et qui est susceptible d'être atteint donc cet après-midi. Si on bascule là par contre sous les 1,12, il faut s'attendre à ce que le taux de change se replie en direction des 1,1150, voire même davantage, les 1,1130, et continue donc de baisser d'ici demain. Donc voilà ce que nous avons ici sur le taux de change euro-dollar. J'ai envie de dire c'est probablement la session européenne qui sera la plus riche en termes de mouvement. En tout cas pour l'instant voilà, c'est ce qu'on a eu ce matin et donc c'est baissier et moi je reste de toute façon avec ce biais baissier tant qu'on se maintient sous cette oblique de résistance. Prochaine cible donc 1,12. Si ça cède, ce marché se repliera davantage et pourquoi pas revenir chercher ici les 1,1150. Mais bon, déjà 1,12 c'est le prochain, voilà, c'était la cible à la cassure des 1,1250. C'est à peu de choses près, chose faite. Alors voilà donc pour le taux de change euro-dollar. Les autres paires majeures, on va en parler. On va quand même se concentrer sur les indices US cet après-midi parce que c'est quand même un Wall Street Insider et je pense qu'on a depuis ce matin suffisamment parlé des marchés actions de la zone euro. Je vais continuer d'abord sur les paires majeures et ensuite envisager la suite des événements. Alors l'USD Yen, pas grand chose. L'USD Yen est rigoureusement dans la même situation technique depuis le début de la semaine. La semaine, elle n'est pas très ancienne, ça a commencé hier. Que se passe-t-il sur le taux de change USD Yen depuis l'ouverture du Forex cette semaine? Pas grand-chose. Vous avez la semaine sur l'USD Yen, elle se résume ici. Ce sont toutes ces bougies japonaises H4. Ce sont de tout petits chandeliers.
euh, avec un USD Yen qui évolue entre 123,30 et 123,80. Et pour le moment, eh bien, nous ne bougeons pas. Donc l'idée c'est quoi? C'est que voilà, on se maintient quand même au-dessus d'un niveau de support. L'USD Yen, il est tout à fait susceptible de réagir à nouveau en cas de test des 123,30. C'est un petit niveau de prix intermédiaire. Il y a aussi une ligne de tendance importante qui passe un peu en dessous du niveau qui est court, mais voilà, le niveau horizontal 123,30, ça peut être acheté tout à fait. On peut rester enfermé entre 123,30 et 123,80 sur le court terme. Alors le GBP USD, la chose, elle est plus compliquée. Pourquoi elle est plus compliquée? Je vais vous remontrer ici ce que je voyais moi sur l'horizon de temps journalier. À nouveau, l'importance de ce niveau des 1,5550. Il est vrai qu'hier, en clôture journalière, le niveau a été dépassé. D'ailleurs, ce niveau des 1,5550, je vais changer sa couleur, puisque c'est un pivot, mais c'est moins une résistance, puisqu'on est dans un scénario qui est très différent de celui du 26 février, où le 26 février, on avait eu un rejet, un avalement baissier, et puis depuis, ça avait baissé. Là, cette fois-ci, on tente de déborder le niveau des 1,5550. Mais ce matin, il y a eu des statistiques anglaises qui n'étaient pas non plus horribles, mais qui ont dans un premier temps créé de la baisse sur le GBP USD. J'ai besoin en fait de la clôture de ce soir pour savoir si on peut vraiment s'éloigner des 1,5550 et accélérer, parce que j'ai quand même le sentiment que la progression du câble s'essouffle. Mais bon, c'est pourquoi je suis méfiant. Il est impératif sur tous les horizons de temps de rester au-dessus des 1,5550. Alors, on va appliquer le raisonnement suivant. Tant qu'on reste au-dessus, ok, on va éviter de dire que ça peut baisser. Mais si ça rebascule sous les 1,5550, eh bien on aura eu une tentative d'accélération mais qui n'aura pas été confirmée. Et voilà, j'ai l'impression que le mouvement s'essouffle, mais bon, c'est vrai que par rapport à ce matin, on est déjà remonté sur les plus hauts. Et finalement, on a réagi sur les 1,5550, mais je n'en suis malgré tout pas forcément hyper à l'aise ici avec ce GBP USD. Par contre, il y avait ce matin une opportunité graphique de vente sur l'euro GBP, c'était juste parfait. Alors j'en ai parlé, double top sur l'euro GBP à 0,7380, cassure de la ligne de coup en milieu de semaine dernière, et depuis, regardez en données horaires, l'euro GBP, il a construit un fanion, il en est sorti par le bas tout à l'heure et il décroche. Donc là, c'était propre. Euh, voilà. Donc là, l'euro GBP, bon bah voilà, hein, c'est de manière générale, ça fait plus grand chose depuis plusieurs mois, mais moi je me concentre vraiment sur le court terme immédiat. Quelle est la cible théorique ici du double top? Eh bien, je la positionne et je pense qu'on peut se replier jusqu'à 0,7140. Donc voilà, hein, 0,7140 sur l'euro GBP, avec désormais donc une nouvelle résistance, puisqu'on bascule là sur les 0,72, 0,7210. Donc voilà, on est sorti par le bas de ce fanion, donc je pense que cela peut se replier davantage, et d'autant plus que voilà, en données horaires, on réalise quand même une cassure ici des 0,72, donc c'est baissier. Alors, je continue sur les paires majeures. L'USD Yen, bon, vous l'avez compris. On a à nouveau, ça y est, une réaction initiale de l'USD Yen sur les 123,30. Bon, ce sont des tout petits chandeliers japonais, mais franchement, je vois pas pourquoi, à moins d'avoir quelque chose de fantastique à 14h30. D'ailleurs, les statistiques, elles sont tombées. Je crois qu'elles sont plutôt intéressantes du côté des permis de construire. Oui, je crois que les attentes du marché sont battues en ce qui concerne les permis de construire. Donc qu'avons-nous sur le FX? Eh bien, sur l'USD Yen, on a un support, hein, 123,30, ça tient. Donc tant que l'USD Yen tient les 123,30, moi je trouve ça plutôt positif. Alors les autres paires majeures, l'AUD-USD, aucune nouveauté de manière générale depuis le début du mois de juin, mais par rapport à ce qui a été dit ce matin, on a une compression que j'ai tenté de réduire en forçant un peu le chartisme, ce qui n'est jamais vraiment bien, mais bon. À la base, un rectangle graphique ici entre 0,76 et 0,7820. On peut probablement tracer ces deux obliques qui délimitent
qui réduisent l'amplitude de la compression entre 0,7720 et 0,7780. Il faut en sortir pour savoir si le marché va tenter d'aller chercher la partie haute ou la partie basse de ce rectangle. Honnêtement, là, il n'y a pas grand-chose sur cet AUD USD. Le NZD USD, alors là, c'est plus intéressant. D'un point de vue technique, c'est un marché qui peut toujours corriger davantage. Même s'il se stabilise, finalement cette phase de stabilisation à court terme, elle se fait après avoir connu une jambe de baisse particulièrement verticale, ce grand corps ici, ce grand chandelier, qui est du fait du dollar néo-zélandais, hein, c'est la baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, d'autant plus surprise qu'en 2014, c'était la seule banque centrale à avoir relevé ses taux d'intérêt au premier semestre, puis elle n'a rien fait au second semestre, et puis finalement à l'ouverture de l'année 2015, elle les baisse à nouveau. Donc, comme quoi, une banque centrale se montre réactive. Le dollar néo-zélandais, enfin le taux de change NZD-USD, sous la toute première résistance à 0,7025, 0,7030, il peut baisser davantage. Là, je suis en données 4 heures. Je vais basculer en données horaires. Est-ce que qu'est-ce qu'on construit d'un point de vue graphique? Franchement, il n'y a pas de forme chartiste particulière. Est-ce qu'on fait un triangle vite fait? Si, éventuellement. Éventuellement, je pense que c'est quelque chose que l'on peut envisager en données horaires. Et encore, hein, je n'irai pas forcer le trait. Mais concrètement, voilà, sous les 0,7025, il y a de toute façon, c'est la première résistance journalière en plus, hein, il y a un risque que de toute façon ce taux de change soit davantage sous pression. Donc voilà, en tout cas, celui-ci s'appréhende de manière assez limpide, je dirais. L'USD Yen aussi, l'USD CAD maintenant. Alors l'USD CAD, la donne elle est un peu différente. Pas de nouveauté non plus depuis ce matin, et deux possibilités. Au-dessus de nos têtes, le double top à 1,2562, une toute première résistance qui a été rejointe à 1,2367, la ligne de coup, mais pas de baisse pour autant. Pas de baisse pour autant. Je vais encore plus réduire l'horizon de temps pour y voir plus clair. Je ne sais pas réellement quelle figure ce marché est en train de construire. Je n'irai pas jusqu'à y voir un biseau parce que ce serait trop baissier. Mais voilà, on peut probablement tracer ça. On temporise complètement à l'intérieur de cette figure. Mais il est vrai que pour le moment, le marché reste sous cette résistance, reste couvert par la moyenne mobile à 20 jours. Moyenne mobile à 20 jours que j'ai fait apparaître ici sur les bougies horaires. Donc c'est neutre. Ce qui serait positif, ce serait de franchir les 1,2367. Mais tant qu'on reste en dessous, il faut rester méfiant. Il faut rester méfiant, mais il n'y a pas non plus de fort rejet. Alors, voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces marchés. On va parler des indices US, puis de l'once d'or, puis des marchés actions européens, si ça vous intéresse. J'ai pas changé d'avis par rapport à ce que je vous ai proposé ce matin sur les métaux précieux, sachant que le prix n'a pas bougé. L'once d'or, c'est un range à court terme, entre 1175 et 1192. L'idée c'est quoi? C'est que si le dollar US devait monter jusqu'à demain, l'once d'or, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut baisser à 1175. Et où se situe actuellement l'once d'or? En plein milieu d'un range de court terme. Mais le sentiment que j'ai, c'est que voilà, on peut se replier à nouveau en direction de ces 1175. C'est pas non plus un mouvement énorme, et voilà, je ne vais pas inventer les mouvements s'ils n'existent pas, mais en tout cas à court terme, voilà comment les choses se passent. On a à peu près la même situation sur l'argent. C'est un range qui est propre entre 15,80 et 16,22. On a eu un chandelier H4 hier de test puis de rejet sous les 16,22. Moi, de manière, je dirais, bête et méchante, en analyse graphique, je vais dire qu'on peut revenir dans le bas du range. Donc 15,80. Pourquoi pas? Et c'est envisageable si le dollar US voulait en mettre une petite de plus à la hausse, en direction par exemple des 11 890 ici, sur le FXM Dow Jones Dollar Index. Alors, voilà donc ce que je pouvais vous proposer sur tous ces marchés. Le son, ah oui, autant pour moi. Si pourtant je l'avais bien augmenté. Si, sinon c'est à bloc.
Alors n'oubliez pas, hein, le son, vous pouvez aussi l'augmenter vous-même. D'une part sur le PC, mais surtout lorsque vous êtes dans la salle de trading, l'endroit où vous voyez mes graphiques. C'est vrai que c'est pas forcément évident, mais si vous passez le curseur de la souris sur la partie basse de l'écran à droite, vous pouvez augmenter la qualité de l'image, donc passer en HD, et à gauche, vous avez une molette de son, mais qui est inclus au player vidéo. Et ça, c'est vrai que souvent, vous ne le voyez pas. Et par défaut, je ne pense pas que ce soit réglé à fond. Donc ce qui vous permettra de basculer en HD et d'avoir une représentation graphique beaucoup plus propre, et surtout aussi d'augmenter le son. Voilà donc ce que je pouvais vous dire, les marchés actions US. Ouverture de la session aux États-Unis, les 14h38, c'est le début. Le SP500 pour l'instant se stabilise sur un niveau de support horizontal à 2070 points, un niveau de support intermédiaire on va dire, hein, qui a fonctionné depuis le milieu du mois d'avril dernier, avec un premier achat le 17 avril, ça avait encore tenu vers le 7 mai. On revient précisément sur les points bas de la semaine dernière. Pour l'instant ça tient. Est-ce que ça peut tenir écoutez, jusqu'à preuve du contraire, on peut rester enfermé dans ce range. Donc c'est envisageable. Alors, je ne veux pas non plus pousser le chartisme trop loin, mais je surveillais aussi, il y avait une oblique chartiste qui venait aussi renforcer. Voilà, c'est à peu près cette oblique là. Bon, je ne sais plus exactement comment je l'avais tracé, mais il y avait dans tous les cas un trend ici que je surveillais sur le SP500 qu'on peut aussi envisager. Donc voilà, support à 2070 sur le court terme. Retour à la case départ, on peut réagir comme on a réagi la semaine dernière, sachant qu'on n'attend pas non plus de décalage massif avant de toute façon demain, il n'y a aucune raison puisque le marché est en attente d'informations. Le SP500, le Dow Jones ont globalement la même construction graphique, en tout cas depuis le milieu du mois d'avril. Le SP 2070 c'est un niveau de support, ça a fonctionné la semaine dernière. Le Dow Jones 17 683 c'est aussi c'est l'ultime rempart. Alors pour l'instant, moi ce qui m'intéresse, je vais basculer sur le Dow Jones en données horaires et vous allez voir que ça ressemblait en fait à ce qu'avaient pu faire les marchés actions de la zone euro. En données horaires, regardez ce qu'avait construit le Dow Jones la semaine dernière, épaule, tête, épaule inversée, c'était assez propre. On avait une ligne de coup ici à 17 800 points, ça avait été franchi, pullback et impulsion haussière. Donc là on avait vraiment quelque chose d'important. Qu'est-ce que nous fait maintenant à court terme le Dow Jones? Écoutez, pourquoi ne pas envisager un double bottom sur 17 690? C'est vraiment du court terme, hein, d'accord, donc pourquoi pas. Il y a cette oblique aussi que je peux tracer. On voit bien qu'à l'ouverture, à quelques heures, à une heure de l'ouverture des marchés, du marché spot, on a des velléités positives. De toute façon, voilà, on était, 2070 sur le SP500, 17 690 sur le Dow Jones. Ce sont des niveaux de chartistes qui pour le moment tiennent. Mais éventuellement le Dow Jones pourrait remonter en direction des 17 815, pourra vraiment aller au-delà. C'est plus ou moins ça le niveau critique, je pense, en intraday. C'était le point d'accélération de la semaine dernière. Voilà, et on retrouve ici ce point d'accélération. Donc je vais positionner ce niveau sur le Dow Jones, sur le dos, et je pense que c'est ce niveau là qu'il faut surveiller. Voilà, donc au-dessus des 17 690 points, pourquoi pas aller chercher les 17 816. Bon, là c'est vraiment de l'intraday. Alors, et maintenant les marchés actions européens. Alors les marchés actions européens, sommes-nous en train de refaire le scénario de la semaine dernière? Comment avait commencé la semaine dernière? On avait chuté pour finalement tenter de se stabiliser et rebondir. On n'est pas sorti d'affaire, mais on a l'amorce d'une stabilisation. Pas suffisamment d'éléments pour penser que ça pourrait monter franchement davantage, mais pourquoi pas. Je compare les chandeliers horaires du jour à ce que le marché a fait le 9 juin. Parce qu'on a des séances qui se ressemblent d'un point de vue de leur structure. Elles avaient commencé, la séance du 9 juin, elle avait commencé par deux chandeliers horaires fortement baissiers. Vous les voyez ici, je vous les montre. C'est ce que nous avons eu ce matin. Suivi de chandeliers de stabilisation, et c'est plus ou moins ce que nous avons maintenant,
admettons que le repli aussi du taux de change euro-dollar, ça aide. Le niveau, je pense, pivot sur le DAX, c'est à nouveau les 10 990. 10 990, c'était 50% de retracement de toute la hausse entre le 15 janvier et la fin du mois d'avril. On constate que c'était un niveau d'accélération haussière le 10 juin, et ça a été ce matin le niveau de décrochage. Ici, hein, vous voyez donc sur le DAX. Donc 10 990. Si je prends toute la baisse depuis ce matin, eh bien, on a déjà retracé plus de 61%. D'ailleurs, regardez le marché, si je zoome, finalement, on a dépassé les 61% de retracement et maintenant, ça forme un premier support à 10 933. Le marché est en train, mais de manière moins brutale que ce matin, d'annuler une partie de la baisse de ce matin, 10 987. Après, voilà, ça reste une phase de stabilisation, un rebond technique. On manque d'éléments encore pour défendre davantage. Moi, je me fie toujours à l'Eurostoxx 50. Je vais aller y jeter un œil à cet Eurostoxx 50. Admettons tout de même que l'Eurostoxx 50, il a tenu cette oblique qui attrape tous les bas de marché. Donc le bas de marché du 7 mai, le bas de marché du 9 juin, on l'a testé. Il est vrai qu'on a quand même quelques éléments techniques en faveur potentiellement de davantage de reprises techniques sur les marchés actions de la zone euro. Après, il ne faut pas s'emballer. Tout ça, c'est aussi intimement lié à toute cette information qui n'est plus du tout filtrée d'ailleurs. Ça circule c'est du n'importe quoi, ça circule n'importe comment. Sur tout un tas de réseaux, et je pense même que voilà, sur le réseau Twitter, sur tout un tas de réseaux professionnels, de l'information qui circule, qui est confirmée, qui est infirmée, chacun y va avec son mot, donc il faut rester méfiant. Mais là, admettons que pourquoi pas envisager l'Eurostoxx 50 remonter à 3450, pourquoi pas effacer la baisse de ce matin, ce qui signifie que le CAC peut potentiellement revenir à 4830, et dans ces cas-là, le DAX à 11 000 points, c'est-à-dire 30 points au-dessus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire. En données 4 heures, je trouve ça pas mal, le marteau là sur le SMI. Bon, c'est ok, voilà, c'est le SMI, hein, c'est le marché action suisse. Mais je trouve ça, c'est pas moche. Donc en effet, on est très proche finalement de... Alors maintenant, en données 4 heures, vous voyez qu'on manque un peu d'éléments. La semaine dernière, en H4, avant de construire un creux, on avait pris le temps de le faire. Bon voilà, là sur l'US 30, je vais repasser en horaire. Alors c'est vrai qu'on tente de s'affranchir de cette oblique de résistance. Et oui, pourquoi pas envisager la capacité du Dow Jones. Oui, je pense que on peut revenir chercher 17 816. Voilà, c'est ce niveau horizontal. 17 816. Pourquoi pas un 4830 sur le CAC. À peu de choses près, étant donné qu'on a dépassé certains ratios de retracement de la baisse depuis ce matin. Je vais passer sur les chandeliers en 15 minutes du DAX. Voilà. Finalement, on a eu un signal en 15 minutes positif sur le DAX. C'était là, environ à l'heure du... c'était aux alentours de 11 heures. Voilà. Lorsqu'on a débordé ici les 10 890 à 11 heures. Voilà. Maintenant, 10 990, c'est un point de décrochage de ce matin. Voilà, ça ne peut être qu'un simple retracement, par contre qui est assez important, de la baisse de ce matin. On approche de résistance. Mais bon, pour l'instant, on a une dynamique intraday qui est à la reprise, ici, donc sur ces principaux indices boursiers. Ok, je vais remettre le taux de change euro-dollar et puis je vais répondre à vos questions, si vous en avez bien sûr. Je vais rebasculer sur les chandeliers horaires. On a sur le taux de change euro-dollar une réaction donc initiale qui est positive sur les 1,12. Alors 1,12 ça m'intéresse parce que c'était l'Apex.
Alors c'est pas réellement 1,12, le marché a fait combien? 1,1205. Vous voyez, on avait cette compression ici triangulaire, l'apex c'est le point de convergence, c'était 1,1207, 1,1208. Donc voilà, concrètement c'était une cible, mais maintenant sur l'euro dollar, 1,1250 c'est une résistance. Alors on verra le comportement des cours au niveau des 1,1250, mais voilà, sur les 1,1250 c'est une résistance sur l'euro dollar. Donc tant qu'on se maintient en dessous, si le marché est à nouveau vendu à 1,1250, le danger ensuite ce sera de rebasculer sous les 1,12, mais après il faut y aller étape par étape. Les chandeliers horaires sont assez efficaces depuis ce matin, avec des cassures. Je vous rappelle que lorsque vous prenez vos chandeliers japonais, hein, lorsqu'il est positif, le cours de clôture c'est la partie haute. Sur un chandelier négatif, en tout cas de couleur rouge, le cours de clôture c'est l'extrémité basse ici du corps. Donc là voilà, maintenant on va se retrouver neutre entre 1,1205 et 1,1250, mais avec une dynamique qui est quand même à la baisse. Alors par fil, une question sur donc les indices US, donc je vais remettre le Dow Jones ici. Alors est-ce que la résidence des indices US peut être des raisons par la Fed des actifs qu'elle a même acheté pendant 7 ans? Non, enfin, je ne ferai pas de lien avec ça. Mais c'est certain que les marchés actions US sont de toute façon moins volatiles. On le constate dans les marchés baissiers, hein, on a les grands marchés baissiers, dans les grosses phases de baisse, la semaine dernière, en 2014 par exemple, phase de correction, quand nous en Europe on faisait moins 10, moins 15, ouais, ça faisait moins 4, moins 5. Généralement c'est ça quoi. Donc historiquement c'est toujours globalement un marché qui tient mieux, ou qui est plus rapidement acheté. Renato, qu'est-ce que c'est l'Eurostoxx 50? C'est un indice boursier, c'est comme le CAC 40. Sauf qu'à l'intérieur, dans le CAC 40, vous avez 40 actions françaises, dans l'Eurostoxx 50, vous avez 50 actions de la zone euro. Donc, je dis n'importe quoi, mais il va y avoir 10 actions du CAC, 15 du DAX, 10 du MIB. Voilà, ça va être dans l'Eurostoxx 50 les, 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 le top 10 du CAC qu'on va mettre, et puis le top 10 du DAX, le top 10 du MIB, etc. etc. Vous tapez Eurostoxx 50 composition sur Google, vous allez savoir ce qu'il y a dedans. Hein. Après, je peux vous le donner. Vous voulez que je vous donne les informations? Je vais vous donner tout de suite. Je vais vous dire, alors laissez-moi juste aller chercher l'information. Je vais vous dire exactement les valeurs françaises qu'on retrouve dans l'Eurostoxx 50. Je vais l'afficher d'ailleurs ici. Hop, voilà. Donc, on va le chercher. Alors, un instant, j'arrive. Voilà. Donc, dans l'Eurostoxx 50, les valeurs françaises, il y a Air Liquide, Airbus, AXA, BNP Paribas, Carrefour, Danone, Essilor, GDF Suez, L'Oréal, Louis Vuitton, Orange, Saint-Gobain, Sanofi, Société Générale, Total, Vinci et Vivendi. Voilà, ce sont les représentants du CAC dans l'Eurostoxx 50. Alors Canadair, faut-il prendre en considération sur CAC? Alors oui, en effet, je pense que ces marchés actions de la zone euro se reprennent, c'est un fait. Je ne sais pas s'il faut... C'est possible qu'on retrace 100% de la baisse. Donc on remonte jusque là. C'est possible. D'ailleurs, je pense que on peut aller rechercher les points hauts de ce matin. Ça va être important pour la suite des événements. Si on se maintient en dessous, compliqué. Si on repasse au-dessus, c'est qu'on se sera fait simplement peur ce matin. Donc c'est important. Et là, c'est vrai qu'on a un retracement qui est assez profond. Et c'est possible que ça dure davantage. C'est vrai qu'on a quelques éléments de momentum intraday
qui semble indiquer qu'on pourrait remonter et peut-être retracer 100% de la baisse depuis ce matin ici sur le DAX, l'Eurostock 50 ou le CAC. Alors, il est trop tôt par fil pour envisager le chandelier journalier du CAC. Il faut faire attention à ça. C'est comme lorsque vous utilisez les indicateurs comme le RSI. Le RSI journalier, il ne peut pas être utilisé. Vous ne pouvez pas dire ah, j'ai à 13 h là une divergence haussière sur mon RSI journalier. Vous ne savez pas de quoi sera faite la clôture. De même, on ne peut pas dire tout de suite maintenant le CAC fait un marteau journalier, il faut payer. Si par contre ce soir à la clôture vous avez un marteau journalier, ça oui c'est sûr que c'est haussier. Par contre vous pouvez vous appuyer là sur des chandeliers H4, H1 ou d'autres pour envisager la suite des événements et on a en effet le sentiment qu'on pourrait retracer 100% de la baisse depuis ce matin. Alors après forcément, je vais regarder le chandelier journalier tout de suite, je le prends. Alors en effet, si le CAC clôture, si le CAC déjà revient sur ses plus hauts de ce matin et clôture au-dessus des 4830, on aurait en effet en journalier un beau marteau. Ce serait positif. Alors, je l'admets, je suis comme vous devant le chandelier journalier, sauf que je ne sais pas où on va terminer la séance. Mais si on la termine à 4830, oui, ce serait un beau marteau. Et ce serait positif, et on se serait fait peur ce matin. Donc ça c'est aussi, ça c'est important à noter, voilà. Donc comme chaque jour je dirais la clôture sera importante, mais là c'est vrai que la clôture sera vraiment importante par rapport justement à la possibilité d'avoir des chandeliers japonais très positifs, mais c'est pas gagné, hein, donc faut faire attention. Alors, ok, le SP500. Alors, le SP500, faut-il 2080 est-il une résistance? Écoutez, moi, j'observe une réaction initiale qui est positive sur les 2070, avec, voilà, un chandelier ici qui permet d'avoir une réaction intéressante. Je descends encore d'un horizon de temps et j'ai envie je pense, d'un point de vue technique en intraday, qu'en effet le SP500 pourrait monter davantage. Jusqu'où? Eh bien, 2080, 2000, je vais vous dire, hein, voilà, 2083, voire on a ce niveau horizontal ici, 2086. Oui, on peut en effet monter encore peut-être de 5 ou 6 points sur le SP500. En tout cas, il y a un intraday ici, et idem sur le Dow Jones. Hein. Le Dow, je vous ai donné ma cible, 17 800, 17 816, parce que en intraday, il y a des cassures haussières intraday, donc c'est des petites choses, mais voilà, je pense qu'on peut monter encore un peu plus. Alors, voilà, écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Bon, de manière générale, il ne faut pas exagérer les mouvements, il y a beaucoup d'attentes. En effet, et je vous en reparlerai ce soir à la closing bell, le chandelier journalier des principaux indices boursiers européens sera important. Si on parvient à clôturer sur des niveaux proches des niveaux d'ouverture, voire au-dessus, on a des chandeliers qui seraient intéressants. Ça pourrait être des marteaux, mais c'est absolument pas gagné. Imaginez qu'on clôture tout en bas, ce serait juste des belles cassures baissières. Donc on refera le point à 17h30 et je vous donnerai mon sentiment. Le taux de change euro-dollar, ce matin il était sous résistance. À l'heure du déjeuner, il casse 1,1250. L'objectif c'était 1,12, c'est fait. Maintenant on réagit sur 1,12. Ce qui compte, c'est le comportement des cours par rapport à 1,1250, qui est donc la nouvelle résistance sur le taux de change euro-dollar. Et tant qu'on est en dessous, on peut baisser davantage. Voilà, merci à tous donc d'avoir été attentifs. Je vous retrouve à 17h30 ici même pour un point de clôture et donc l'importance de la clôture sur les indices boursiers européens. Soyez nombreux, à tout à l'heure.